4 millions de dollars. C'était le prix sur sa vie. Pas parce qu'elle était belle et pas parce qu'elle était talentueuse. Clara Evans a été vendue pour exactement ce qui lui manquait. Ses propres parents l'ont commercialisée comme marchandise endommagée. Une femme stérile qui ne pourrait jamais produire un héritier, la parfaite épouse jetable pour un homme qui ne voulait pas d'attache. Elle se tenait tremblante dans cette arrière-salle enfumée de Chicago, attendant d'être livrée à un monstre. Mais la porte ne s'est pas ouverte pour l'acheteur qu'ils attendaient. Elle s'est ouverte pour lui. Dante Valente, l'aube de la côte-est, il ne voulait pas d'une épouse jetable. Il avait besoin d'une mère pour 4 enfants sans mère qui déchiraient son empire. Et qu'il était prêt à brûler la ville pour l'obtenir. L'humidité dans la pièce n'était pas naturelle. C'était la chaleur collante et suffocante de trop de corps entassés dans un espace conçu pour des secrets. C'était le sous-sol de la Gilded Cage, un club privé du centre-ville de Chicago qui n'existait sur aucune carte et n'apparaissait certainement pas dans les registres fiscaux de l'IRS. Clara Evans était assise sur un tabouret de velours qui ressemblait plus à un billot de bourreau. Elle avait 24 ans, avec des cheveux de la couleur du café torréfié et des yeux qui avaient appris depuis longtemps à ne plus pleurer. Ses mains étaient pliées sur ses genoux, les phalanges blanches serrant l'ourlet d'une robe que sa mère Martha avait volée dans un grand magasin 3 jours auparavant. « Elle est propre », son père, Robert Evans, dit. Sa voix était un râle de désespoir et de whisky bon marché. Il essuya la sueur de sa calvitie naissante, ses yeux dardants entre les figures ombragées à la table. Et les médecins l'ont confirmé. Totalement stérile. L'utérus est hostile. Elle ne peut pas tomber enceinte. Pas de bâtard surprise. Pas d'héritier pour se disputer votre testament. Juste un joli visage pour s'asseoir à votre table et réchauffer votre lit. Clara a tressailli. C'était le fait unique qui avait défini son existence depuis ses 19 ans. Un diagnostic d'une clinique louche où ses parents l'avaient traînée. Infertilité inexpliquée. Pour la plupart, c'était une tragédie. Pour Robert et Martha Evans, c'était une stratégie marketing. Ils avaient accumulé 6 chiffres de dette de jeu envers les mauvaises personnes, et vendre une fille qui ne pouvait pas compliquer la lignée d'un criminel était leur atout majeur. L'homme assis en face d'eux se pencha en avant. C'était Victor Kovs, un trafiquant d'armes de niveau intermédiaire, réputé pour se débarrasser de ses femmes aussi vite qu'il se débarrassait de cigarettes brûlées. Il avait des cicatrices le long du cou et un sourire qui ressemblait à une blessure dentelée. Stérile, Kovs siffla, la fumée s'échappant de ses lèvres. « J'aime ça. Ma dernière femme, elle est devenue avide. Pensait qu'un bébé lui assurerait un paiement. J'ai dû m'en occuper. » Clara avala la bile montant dans sa gorge. C'était ça. Elle était échangée à un boucher pour régler une dette de poker. « Avons-nous un accord, Monsieur Kovk ?» demanda Martha, sa voix tremblant non pas de peur pour sa fille, mais d'anticipation de l'argent. 200 000 FAC de notre dette et vous prenez la fille. Kovk hocha lentement la tête. Il tendit la main vers la mallette sur le sol. Fait. Elle vient avec moi ce soir. Si elle pleure, je charge un supplément. Clara ferma les yeux. Respire juste, se dit-elle. Survivez ce soir, puis trouvez une fenêtre, un couteau, n'importe quoi. La lourde porte d'acier à l'arrière de la pièce ne s'est pas simplement ouverte. Elle a claqué contre le mur de béton avec une force qui a fait tomber la poussière des chevrons du plafond. Le silence, instantané et terrifié, est tombé sur la pièce. 2 hommes en costume tactique sombre sont entrés. D'abord scannant la pièce avec l'efficacité de prédateurs. Puis un 3e homme est entré. Il était plus grand que Kovk, plus large, et rayonnait une autorité froide et létale qui fit chuter la température de l'air de 10 degrés. Il portait un costume anthracite qui coûtait plus cher que le bâtiment dans lequel ils étaient assis. Son visage était fait d'angles durs et d'ombre avec une cicatrice coupant son sourcil gauche. Dante Valente, le capot de la famille criminelle Valente, l'homme qui dirigeait effectivement la côte-est. Kovk se précipita pour se lever, faisant tomber sa chaise. Don Valente,
Nous ne vous attendions pas. C'est une affaire privée. Dante ne regarda pas Kovk. Il ne regarda pas les parents tremblants de Clara. Ses yeux sombres d'obsidienne se fixèrent sur Clara. Il l'étudiait avec l'intensité d'un homme évaluant une poutre structurelle, cherchant des fissures. « Asseyez-vous, Kovk, » dit Dante. Sa voix était d'un grondement grave, calme, mais portant le poids d'un pistolet chargé. « Vous êtes en infraction. »« J'ai payé les frais d'entrée, » protesta Kovk, bien que sa voix se brisât. « Vous respirez mon air, » corrigea Dante. Il s'approcha de la table, ses chaussures et polies crissant sur le sol sale. Il regarda Robert Evans. « J'ai entendu dire que vous vendiez quelque chose, un type spécifique d'actif. » Robert balbutia. « Monsieur, nous juste une fille, juste ma fille. Elle est stérile. Voyez pas de problème. Monsieur Kovk était... Juste Kovk est un porc qui bat les femmes. » Dante dit avec calme. Il regarda finalement le trafiquant d'armes. « Sortez avant que je décide d'étendre mon territoire dans votre cage thoracique. » Kovk n'hésita pas. Il attrapa sa maillette en oubliant l'argent et s'enfuit devant les gardes. Dante reporta son attention sur la famille Evans. « J'ai un problème, monsieur Evans, et... » Raclement de gorge. « Un problème très bruyant, très chaotique à la maison. Et mon conciliaire me dit qu'une femme est la solution requise pour stabiliser mon image publique. Mais j'ai 4 enfants. Je ne veux pas un 5e. Je ne veux pas d'une femme qui essaie de remplacer leur mère ou de me donner un de rechange pour assurer sa position. » Il fit le tour de la table et s'arrêta devant Clara. Il sentait le cuir cher, le bois de santal et l'huile d'arme. Il tendit la main, grande et rugueuse, et lui releva le menton. Clara refusa de détourner le regard, bien que son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Est-ce vrai? » lui demanda Dante directement. « Peux-tu me donner des enfants? »« Non, » murmura Clara, la honte brûlant ses joues. « Je ne peux pas. » Dante la fixa un long moment. Il vit la peur, oui, mais il vit aussi la défiance dans sa mâchoire. Elle n'était pas brisée, elle était juste acculée. Il se tourna vers son garde. « Payez-les. »« Combien? » demanda Robert, la cupidité remplaçant instantanément sa peur. « 4 millions. » Dante, raclement de gorge, dit. Robert et Martha haltèrent. C'était une fortune, c'était la liberté. Mais, ajouta Dante, sa voix tombant à un chuchotement sinistre, c'est le prix de sa vie. Vous la vendez entièrement. Si jamais vous la contactez, si jamais vous la cherchez, si jamais je revois vos visages dans ma ville, je récupérerai mon investissement sur votre chair. Comprenez-vous? Oui, oui, prenez-la, hurla pratiquement Martha. Dante tendit une main à Clara. Ce n'était pas un ordre, c'était une offre. Allons-y, Clara, dit-il. Vous avez du travail à faire. Clara regarda ses parents une dernière fois. Ils ne la regardaient pas. Ils regardaient le chèque que le garde écrivait. Une froide torpeur s'installa sur elle. Elle se leva, lissa sa robe et plaça sa main dans celle de Dante Valente. Elle avait été vendue au diable pour se sauver d'un démon. Elle ne savait juste pas encore que le diable vivait dans une maison dirigée par 4 petits tyrans. Le trajet vers le domaine Valente fut silencieux. Clara s'assit à l'arrière du SUV blindé, regardant les lumières de la ville s'estomper dans l'obscurité de la campagne. Dante était assis en face d'elle, lisant des documents sur une tablette, semblant oublier qu'elle existait. « Pourquoi? » demanda finalement Clara. Sa voix était plus forte qu'elle ne se sentait. Dante ne leva pas les yeux. « Pourquoi? Quoi? 4 millions de dollars? Vous auriez pu embaucher sans nounou. Vous auriez pu modeler une femme en argile. Pourquoi m'acheter? » Dante éteignit l'écran et la regarda. Les nounous ont démissionné. J'en ai eu 12 en 6 mois. Et je n'ai pas besoin d'un modèle. J'ai besoin d'un contrat. Vous n'avez pas de famille vers laquelle retourner. Vos parents, ils vous ont juste vendu. Vous n'avez aucune capacité de me piéger avec une grossesse.
Vous êtes uniquement qualifiée pour être permanente. Permanente, répéta Clara. Comme un meuble, comme une fondation, corrigea Dante. Ne confondez pas cela avec la romance, Clara. C'est un travail. Vous porterez mon anneau, vous vivrez dans ma maison, vous gérerez ma maison et en échange vous n'aurez plus jamais faim, froid ou peur d'homme comme Kovsi. Vous serez une valente et les valantes sont intouchables. La voiture tourna à travers de massives portes en feu, remontant une allée bordée de chênes anciens. Le domaine connu sous le nom de Manoir Blackwood se profilait. C'était un vaste manoir de style néo-gothique, beau mais imposant, avec des gargouilles de pierre veillant depuis les toits. « Il y a un hic », dit Dante alors que la voiture s'arrêtait. Pour la première fois, le stoïque don de la mafia sembla hésitant. Il ajusta ses boutons de manchette, un tic nerveux. « Un hic ?» demanda Clara. « Vous êtes un chef de la mafia. J'ai supposé que le hic était les balles. » « Les balles sont le plus facile, » murmura Dante. Le chauffeur ouvrit la porte. Dante sortit et aida Clara à descendre. Avant qu'il ne puisse même atteindre les massives portes d'entrée, un bruit de fracas résonna de l'intérieur de la maison. Quelque chose en verre, du verre cher. « Non, je ne le ferai pas » hurla une voix de garçon. « Tu dois, papa l'a dit » hurla une fille en retour. La porte d'entrée s'ouvrit en grand. Une femme âgée, la femme de ménage, Madame Gable, s'enfuit, serrant son tablier. Ses cheveux étaient ébouriffés et couverts de ce qui ressemblait à de la bave verte. « Monsieur Valande, je démissionne » cria-t-elle, courant devant eux vers sa voiture garée dans l'allée. « Je me fiche de l'indemnité. Ce garçon est possédé. » Dante se pinça l'arête du nez et soupira. « 13 all » murmura-t-il. « Ça fait 13 nounous. » Il regarda Clara. « Bienvenue à la maison. » Ils entrèrent. Le foyer était magnifique. Sol en marbre, lustre en cristal, un escalier en colimaçon, mais c'était actuellement une zone de guerre. Un vase Ming gisait brisé sur le sol, de la bave verte, une sorte d'expérience scientifique maison coulait de la rampe. Au sommet des escaliers se tenaient 4 enfants. L'aîné Rocco avait 14 ans. Il avait les cheveux foncés de son père et un froncement de sourcils permanent. Il tenait une batte de baseball dans une main, la tapant rythmiquement contre la rampe. Il regarda Clara avec une haine pure et non adultérée. Ensuite vint Silas, 10 ans. Il portait une cape de super-héros et tenait un lézard. Il regarda Clara avec suspicion. Ses yeux se plissèrent derrière d'épaisses lunettes. Assise sur les escaliers, serrant une poupée sans tête, se trouvait Viviana, 6 ans. Elle était incroyablement petite et semblait terrifiée. Elle ne regardait pas Clara. Elle regardait le sol. Et enfin, courant en cercle autour du foyer, hurlant à plein poumon, était Matteo, 3 ans. Il ne portait qu'une couche et d'une chaussette. Rocco. Dante aboya, sa voix dominant de la pièce. Le garçon arrêta de taper la batte, mais ne la baissa pas. Encore une autre. Papa, vraiment? Combien celle-ci a-t-elle coûté? Surveille ta bouche, avertit Dante, sa voix baissant d'une octave. C'est Clara. Elle va rester. C'est une Rocco cracha. L'air quitta la pièce. Dante fit un pas en avant, sa main se levant, mais Clara bougea plus vite. Elle ne se cacha pas. Elle ne pleura pas. Elle marcha jusqu'au bas des escaliers, droit dans la ligne de mire, et leva les yeux vers Rocco. Elle se souvenait des bords louches où son père l'avait traînée, des usuriers en colère qu'elle avait dû calmer. Un enfant de 14 ans, avec une batte et un cœur brisé, ne l'effrayait pas. « Je ne suis pas une pute, » dit Clara, sa voix claire et coupant le chaos. « Et je ne suis pas une nounou. Je suis la femme pour laquelle votre père vient de payer 4 millions de dollars parce que vous 4 êtes apparemment si terrifiants que personne d'autre ne prendra le travail. Alors, félicitations. Vous êtes coincé avec moi. » Rocco cligna des yeux. Il ne s'y attendait pas. Clara se tourna vers Matteo, le tout petit hurlant. Alors qu'il courait devant elle,
Elle tendit la main avec une vitesse fulgurante et le ramassa. Il s'agita une seconde, choqué, mais Clara le déplaça immédiatement sur sa hanche et commença à le bercer rythmiquement. C'était un réflexe. Elle avait élevé les enfants de ses voisins pendant des années pendant que ses parents jouaient. « Et toi, dit-elle au tout petit, qui la regardait maintenant avec de grands yeux, as-tu besoin d'un pantalon? Nous ne gérons pas de colonie nudiste. » Elle regarda Dante, qui la fixait comme si elle venait de faire un tour de magie. Matteo avait arrêté de crier. « Montre-moi ma chambre, dit Clara à Dante, puis montre-moi la machine à café. Ça va être une longue nuit. » Dante regarda ses enfants, puis la femme tenant son plus jeune fils comme si elle était née pour le faire. Pour la première fois en 4 ans depuis la mort de sa femme, la maison ne hurlait pas. « 2e étage, 3e porte à gauche, dit Dante. Alors que Clara montait les escaliers, passant devant un Rocco stupéfait, elle murmura. « Beaucoup, mais si tu casses un autre verre, je prends la batte. » Elle disparut dans le couloir. Dante desserra sa cravate. Il la regarda partir, une étrange sensation se resserrant dans sa poitrine. Il avait acheté une solution à un problème. Il ne s'était pas attendu à introduire un feu de forêt dans sa maison en bois. La première semaine ne fut pas une lune de miel. Ce fut un siège. Rocco lança une campagne de guerre psychologique qui aurait impressionné la CIA. Il mit un remords dans le sac de Clara. Il colla la porte de sa salle de bain. Il pirata le Wi-Fi de sorte que son téléphone ne redirigea que vers de la musique de cirque. Silas, le garçon de 10 ans, était moins agressif mais plus inquiétant. Il se tenait au pied de son lit au milieu de la nuit, la fixant. « Sais-tu comment retirer une rate ?» lui demanda-t-il un mardi à 3 heures du matin. « Pas encore, Silas. » Elle avait marmonné se retournant. « Demande-moi après le petit déjeuner. » Mais ce furent les filles qui lui brisèrent le cœur. Viviana, la petite de 6 ans, n'avait pas prononcé un mot. Pas un seul. Elle communiquait par hochement de tête et cachette. Elle passait ses journées sous la table de la salle à manger. Et Matteo, le bébé, voulait juste être tenu, s'accrochant à Clara avec un désespoir qui suggérait qu'il était terrifié qu'elle disparaisse comme de la fumée. Dante était un fantôme. Il partait d'avant l'aube et revenait d'après minuit. Il fournissait l'argent, la sécurité et le toit, mais il était absent. C'était un homme fuyant son propre chagrin, s'enterrant dans la violence de son travail, afin de ne pas avoir à affronter le silence de ses enfants. Le vendredi de la 2e semaine, le point de rupture arriva. Clara était dans la cuisine, tentant de faire une lasagne. Elle n'était pas une chef italienne, mais elle savait comment nourrir les gens. Rocco entra, attrapa le plat à gratin avant qu'elle ne puisse le mettre au four et le laissa tomber. Le bruit de la céramique brisée et de la sauce tomate éclaboussée était assourdissant. « Oups !» Rocco dit sans émotion. « Ça a glissé. » Clara fixa le désordre. La sauce était sur ses chaussures, sur les placards, sur le sol. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse, mais de pur épuisement. « Pourquoi ?» demanda Clara doucement. « Pourquoi me haïs-tu, Rocco? Je ne t'ai rien fait. »« Tu es là !» Rocco cria, sa façade calme se fissurant. « Tu essaies de l'effacer. Tous ceux qui viennent ici essaient de changer les choses, essaient d'être maman. Tu n'es pas elle, elle est morte, et elle ne reviendra pas. Et tu n'es qu'une croqueuse de diamants que mon père a achetée. » Clara prit d'une inspiration. Elle enjamba la lasagne et réduisit la distance entre eux. Elle ne cria pas. Elle tendit la main et attrapa les épaules de Rocco. Il essaya de la repousser, mais elle s'accrocha. « Je sais, » dit-elle fermement. « Je sais que je ne suis pas elle et je ne le serai jamais. » Rocco arrêta de se débattre, sa poitrine se soulevant. « Je ne peux pas remplacer ta mère, Rocco, » dit Clara, sa voix s'adoucissant. « Je parie qu'elle était merveilleuse. Je parie qu'elle sentait les fleurs et savait exactement comment te faire rire. Je suis juste Clara.
Je sens la vanille bon marché. Et je ne sais pas cuisiner pour sauver ma vie, apparemment. Mais je suis la seule personne debout dans cette cuisine qui est prête à se battre pour toi. Rocco la regarda, sa lèvre tremblante. Pourquoi? Parce que mes parents m'ont vendu pour de l'argent, révéla Clara. La vérité planait dans l'air, lourde et crue. Je sais ce que c'est d'être indésirable, Rocco. Je sais ce que c'est d'être une transaction. Ton père, il est peut-être absent, mais il t'a gardé. Il essaie. J'essaie. Nous essayons tous de ne pas nous noyer. Rocco la fixa. La colère s'écoula de lui. Ne laissant qu'un garçon de 14 ans qui manquait à sa mère. Elle faisait de bonnes lasagnes, murmura Rocco. Eh bien, dit Clara, regardant le désordre sur le sol. Alors tu ferais mieux de m'apprendre comment elle faisait. Prends une serpillière. Pour la première fois, Rocco ne discuta pas. Il alla au garde-manger. De l'embrasure de la porte, une ombre observait. Dante était rentré tôt. Il se tenait dans le couloir, dissimulé par l'obscurité, regardant son fils, qui n'avait écouté aucune figure d'autorité depuis 2 ans, balayer tranquillement le sol aux côtés de la femme qu'il avait achetée. Dante sentit une étrange douleur dans sa poitrine. Il avait fait venir Clara pour être un paravent, une distraction. Il commençait à réaliser qu'elle pourrait être la seule chose réelle dans cette maison. 1 mois s'était écoulé depuis l'incident de la lasagne, et l'atmosphère à l'intérieur du manoir Blackwood était passée d'une zone de guerre à une trêve fragile. Rocco ne laissait plus de rongeurs morts dans les chaussures de Clara. Au lieu de cela, il lui demandait à contre-cœur de l'aide pour ses devoirs d'histoire. Silas avait arrêté ses expériences scientifiques et avait commencé à s'obséder pour les flux des caméras de sécurité. Même Matteo, le tout petit sauvage, s'était attaché à la jambe de Clara comme une patelle. Mais le silence de Viviana, 6 ans, persistait. Elle observait Clara avec de grands yeux expressifs, mais les murs qu'elle avait construits autour de sa voix étaient trop hauts pour être escaladés pour l'instant. Dante, cependant, restait une planète lointaine dans leur orbite. Il rentrait tard, mangeait seul, et partait avant que le soleil ne se lève à l'horizon. Il tenait parole. C'était un arrangement commercial. Il fournissait la protection. Elle fournissait le foyer. Cela changea un mardi soir. Clara était dans la bibliothèque, lisant une histoire du soir à Matteo quand Dante entra. Il ne portait pas sa veste de costume habituelle. Sa chemise habillée blanche était déboutonnée au col, révélant la peau bronzée de sa gorge et une trace de tatouage sur sa poitrine. Il semblait épuisé, mais ses yeux brillaient d'une énergie frénétique. « Faites votre sac, dit-il, sa voix rauque. Clara ferma le livre, lissant les cheveux de Matteo. « Tout va bien? Sommes-nous en danger? »« Nous sommes toujours en danger, Clara. C'est la vie. Mais c'est différent. La famille Biani organise son gala annuel samedi. C'est un sommet de paix pour les 5 familles. Je dois y aller. »« D'accord, dit Clara, confuse. Alors allez-y. Je resterai ici avec les enfants. »« Non. » Dante s'approcha, sa présence aspirant l'oxygène de la grande pièce. Les rumeurs commencent. Les gens disent que je suis faible. Ils disent que je suis en deuil, que j'ai perdu ma pugnacité depuis la mort de ma femme. Ils disent que ma maison est en plein chaos. Si j'y vais seul, j'ai l'air d'un veuf qui perd le contrôle. Si j'y vais avec vous, j'ai l'air d'un homme qui a reconstruit son empire. Il la regarda, son regard tombant sur ses lèvres pendant une fraction de seconde avant de revenir à ses yeux. Vous devez être Madame Valente, pas la nounou, pas la femme de ménage, la femme du Don. Clara se leva avec précaution, déposant Matteo endormi sur le canapé. Vous voulez que je joue un rôle? Je veux que tu sois l'armure que je porte dans une pièce pleine de requins, corrigea Dante. Peux-tu le faire? Clara redressa sa colonne vertébrale. Elle pensa à son père, à Kovk, aux hommes qui l'avaient regardé comme du bétail. J'ai fait semblant d'être forte toute ma vie, Dante. Le faire en robe sera des vacances. Le gala se tenait à l'hôtel Métropole,
un lieu de dorure et de lustre en cristal qui sentait l'argent ancien et le sang nouveau. Claire O'Hara portait une robe que Dante avait commandée pour elle. Une robe longue en soie émeraude qui épousait ses courbes comme une seconde peau avec une fente qui montait jusqu'à mi-cuisse. C'était élégant, mais c'était agressif. C'était une robe qui disait « Regardez, mais ne touchez pas ». Autour de son cou pendait un collier de diamants valant plus que le quartier où elle avait grandi. Mais le poids le plus lourd était la main de Dante sur le bas de son dos. Son contact était possessif, chaud et électrique. « Reste prêt », murmura Dante alors qu'ils entraient dans la salle de bal. « Souris, ne bois rien à moins que je te le tende. Et si je te serre la taille 2 fois, tu marches immédiatement vers la sortie. Ne regarde pas en arrière, ne m'attends pas. » « Compris », murmura Clara. La salle était une mer de prédateurs en smoking. Clara sentit les yeux sur elle immédiatement. Des yeux jugeurs, des yeux curieux, des yeux lubriques. Alors, c'est le remplacement. Une voix ricana. Ils se tournèrent pour faire face à un homme qui ressemblait à un bulldog en costume. Il était petit, au cou épais et chauve. C'était Salvatore Moretti, le chef de la faction rivale tentant d'empiéter sur le territoire de Dante dans les chantiers navals. « Salvatore », dit Dante, sa voix tombant dans ce registre doux et dangereux. « Je vois qu'il laisse n'importe qui entrer ces jours-ci. » Salvatore ignora Dante et regarda Clara de haut en bas, se léchant les lèvres. « Assez cher, j'entends. Robert Evans te l'a vendu, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle y était stérile. Acheter une mule qui ne peut pas tirer une charrette. Cela semble être un mauvais investissement, Valente. » L'insulte était forte. Les têtes se tournèrent. La musique sembla s'arrêter. Clara sentit les muscles de Dante se contracter sous son costume. Il était sur le point de s'énerver. Il était sur le point de provoquer une scène qui ruinerait le sommet de la paix. Clara posa une main sur la poitrine de Dante, sentant le battement tonitruant de son cœur. Elle fit un pas en avant, bloquant le chemin de Dante vers Moretti. Elle ne baissa pas les yeux. Elle regarda Moretti droit dans les yeux. « Monsieur Moretti, dit-elle, sa voix projetant clairement son crier, « je pourrais ne pas pouvoir donner plus d'enfants à mon mari. C'est vrai. Mais étant donné que votre fils vient d'être arrêté pour avoir conduit une Ferrari dans un poste de police alors qu'il était sous cocaïne, peut-être se concentrer sur la qualité des enfants que l'on élève est plus important que la quantité. » Un silence tomba sur le groupe. Quelqu'un à l'arrière ricana. Le visage de Moretti devint d'un violet violent. L'arrestation de son fils avait été une humiliation qu'il essayait d'enterrer. « Vous, petite Moretti, fit un pas en avant, levant une main. Dante bougea plus vite que la pensée. Il attrapa le poignet de Moretti en l'air. Le craquement de l'os pressé fut audible. « Touche-la, » murmura Dante, « et je te couperai cette main et je te la donnerai à manger. » Il repoussa Moretti. Le don rival trébucha, redressa sa veste et cracha sur le sol avant de se retirer dans la foule. Dante se tourna vers Clara. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'un mélange de choc et de quelque chose d'autre, quelque chose de chaud et d'intense. « Tu, » murmura Dante, « es dangereuse. »« Je vous l'ai dit, » répliqua Clara, son cœur battant la chamade. « Je ne suis pas une nounou. » Dante la fixa et un instant, la pièce disparut. Il ne regardait pas un atout, il regardait d'une partenaire. « Dansez avec moi, » commanda-t-il. Ce n'était pas une demande. Il la tira sur la piste. Alors qu'il se déplaçait au lent mouvement des violons, le fossé entre eux disparut. Dante la tira contre lui. Clara pouvait sentir les lignes dures de son corps, la chaleur irradiant à travers sa chemise. « Vous m'avez défendu, » dit Dante doucement, ses lèvres effleurant son oreille. « Personne n'a jamais fait ça. D'habitude, je suis le bouclier. » « Tout le monde a parfois besoin d'un bouclier, Dante, » murmura-t-elle en retour. Il se recula pour regarder son visage. La faim dans ses yeux était maintenant indéniable. Ce n'était pas la faim d'un homme qui voulait un corps.
C'était la fin d'un homme qui mourait de faim de connexion. Clara, souffla-t-il. Il se pencha. Le baiser était inévitable. Pop. Ce n'était pas un bouchon de champagne. C'était le craquement sec et distinct d'un pistolet silencieux. Dante sursauta. Le verre de vin dans la main de la femme debout derrière lui se brisa. « À terre !» rugit Dante. Il plaqua Clara Hara au sol, juste au moment où une deuxième balle siffla à l'endroit où sa tête avait été. La salle de bal éclata dans le chaos. Des cris, des brises de verre et la débandade des corps. « Restez à terre !» Dante couvrit son corps avec le sien, son arme déjà à la main. Il tira 2 coups de feu à l'aveuglette vers le balcon au-dessus. « Dante !» hurla Clara, voyant du sang sur sa chemise blanche. « Vous êtes touché, c'est une éraflure. » Il grinça des dents. « Moretti, se lâche. » Les gardes de sécurité les assaillirent. « Patron, nous devons nous déplacer vers la sortie de la cuisine. » Dante tira Clara sur ses pieds, la gardant sous son bras. Ils coururent à travers la foule paniquée, se glissant dans la cuisine industrielle. « La voiture est dans l'allée !» cria le garde du corps. Ils sortirent dans l'air frais de la nuit. Le SUV noir s'arrêta en crissant. Ils plongèrent à l'intérieur. « Allez, allez !» cria Dante. Alors que la voiture s'éloignait à toute vitesse, Dante s'affala sur le siège en cuir, pressant une serviette contre son épaule. Elle était imbibée de rouge. Clara ne paniqua pas. Elle déchira l'ourlet de sa robe émeraude coûteuse, arrachant une longue bande de soie. « Bougez votre main, » ordonna-t-elle. « Clara, ça va. Bougez-la. » Elle repoussa sa main et pressa le tampon de soie contre la blessure, enveloppant fermement le bandage de fortune. « Vous ne mourrez pas sur moi, Dante Valente. J'ai 4 enfants à la maison qui ont besoin de vous. Et moi? » Elle s'arrêta. Dante la regarda, son visage pâle, mais ses yeux brûlants. « Et vous? » Clara fit le nœud, ses mains tremblant maintenant que le danger était passé. « Et je commence juste à m'habituer à vous. » Dante tendit son bon bras et lui caressa la joue, étalant une trace de son sang sur sa peau. Cela ressemblait à de la peinture de guerre. Cela ressemblait à un vœu. « Je ne vais nulle part, » promit-il. « Nous rentrons à la maison. » Les semaines qui suivirent le gala furent un flou de tension et de tendresse. L'attaque avait tout changé. L'arrangement commercial était mort. À sa place se trouvait quelque chose qui mijotait, indicible et terrifiantement réel. Dante passa ses journées à traquer les associés de Moretti, démantelant l'opération rivale avec une cruauté qui terrifiait la ville. Mais la nuit, il rentrait chez Clara. Il s'asseyait avec elle dans la cuisine pendant qu'elle faisait du thé, la regardant avec une intensité possessive. Ils n'avaient pas couché ensemble. Dante semblait déterminé à la traiter avec une révérence à laquelle elle n'était pas habituée, mais l'intimité était là. Il lui massait le cou après une longue journée. Elle rebandait son épaule. Mais tandis que la guerre extérieure faisait rage, un autre genre de bataille commençait à l'intérieur du corps de Clara. Elle se sentait mal, elle était épuisée, une fatigue profonde que le café ne pouvait pas soulager. Et les odeurs, l'odeur des cigares de Dante, l'odeur du bacon frit, lui donnaient des nausées violentes. « C'est le stress, » se dit-elle, se jetant de l'eau froide sur le visage dans la salle de bain. « C'est juste le stress de la fusillade, le crash d'adrénaline. » Elle se regarda dans le miroir. Elle avait l'air pâle, maigre, stérile. La voix du médecin y résonna dans sa mémoire. « Votre utérus est sous-développé, hostile. Vous ne porterez jamais un enfant à terme. » Elle repoussa la pensée. C'était la grippe. Ça devait l'être. En bas, la maison était calme. C'était un jeudi orageux. Dante était en dehors de la ville, finalisant un accord dans le New Jersey pour couper les lignes d'approvisionnement de Moretti. Le dispositif de sécurité était doublé autour du périmètre, mais à l'intérieur, il n'y avait que Clara et les enfants. Le téléphone sonna, la ligne fixe. Clara le décrocha dans la cuisine.
Résidence Valente, Clara. La voix était un fantôme, un chuchotement rauque et désespéré qu'elle n'avait pas entendu depuis des mois. Papa, Clara agrippa le comptoir. Comment avez-vous eu ce numéro? Vous n'êtes pas censé appeler, Dante a dit. Clara, s'il vous plaît. Robert Evans sanglota. Vous devez nous aider. Votre mère, elle est malade. Elle a besoin d'une opération. L'argent que Dante nous a donné. Les usuriers, ils ont tout pris. Nous n'avons rien. Ils vont nous tuer. Je ne peux pas vous aider, dit Clara, sa voix tremblante. Vous m'avez vendu. Vous m'avez donné comme une voiture d'occasion. N'appelez pas ici. Clara, attendez, j'ai des informations. Robert hurla. À propos de Dante, à propos de l'attaque, Moretti, il n'a pas agi seul. Il y a une fuite dans la maison de Dante. Je peux vous dire qui c'est. Clara se figea. Quoi? Rencontrez-moi. Robert supplia. La porte de service à l'arrière du domaine. 10 minutes. Je vous dirai tout. Ensuite, je partirai pour toujours. S'il vous plaît, ma petite fille, sauvez votre mari. Clara raccrocha. Son cœur battait la chamade. S'il y avait un traître à l'intérieur du manoir Blackwood, Dante s'engageait dans un piège dans le New Jersey. Elle ne pouvait pas l'appeler si les lignes étaient sur écoute. Elle alerterait le traître. Elle devait savoir. Rocco, appela Clara. L'adolescent apparut du salon. Oui, j'ai besoin que tu emmènes les enfants à l'étage. Enferme-toi dans la chambre principale. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi ou ton père. Tu comprends? Rocco vit le regard dans ses yeux, le regard du soldat. Il hocha la tête, attrapa une brique de jus pour Matteo et courut. Clara attrapa une lourde lampe de poche dans le tiroir. Elle ne savait pas comment utiliser une arme et enfila son imperméable. Elle sortit par la porte arrière sous la pluie battante. La porte de service était à 1/4 de mille plus bas sur le chemin, obscurcie par d'épaisses haies. Un éclair jaillit, illuminant les barres de fer. Une silhouette se tenait là, trempée, frissonnante. Son père. Clara s'approcha prudemment, restant de son côté du portail. « Parle, papa. Qui est le traître? » Robert leva les yeux. Il avait l'air vieux, brisé. « Je suis désolé, Clara. »« Désolé pourquoi? » »« Pour ça. » Robert recula. Des ombres des haies, 3 hommes émergèrent. Ce n'étaient pas les hommes de Dante. Ils portaient des cagoules et ils étaient de côté de Clara du portail. « Papa, murmura Clara, la trahison la frappant plus fort qu'une balle. Tu les as laissés entrer. » Moretti m'a offert 1 million de plus, Robert pleura, et il promit qu'il ne te tuerait pas, juste les enfants. La vision de Clara devint rouge. Espèce de salaud. Elle ne s'enfuit pas. Elle balança la lourde lampe de poche de toutes ses forces, la brisant sur le visage du premier homme masqué qui la saisissait. Il s'effondra avec un craquement. « Attrapez-la » hurla l'un d'eux. Clara se retourna et sprinta vers la maison. Elle ne courait pas pour sa vie, elle courait pour les enfants. « Rocco » cria-t-elle alors qu'elle s'approchait de la porte arrière. « Alarme, appuyez sur le bouton de panique !» Elle éclata dans la cuisine, claquant la porte et la verrouillant. Mais le bois se brisa 1 seconde plus tard alors qu'une lourde botte la défonçait. 2 hommes se répandirent dans la cuisine. Ils avaient des couteaux. Les armes à feu étaient trop bruyantes. Ils voulaient faire ça discrètement. Clara attrapa le bloc de couteau du comptoir. Elle tremblait, la nausée la submergeant par vagues, mais elle tint bon au pied des escaliers. « Vous ne me dépasserez pas », elle grogna. Le premier homme rit. « Facile, ma belle. Nous voulons juste les petites Valentés. » Il s'élança. Clara lança un couteau de chef. C'était un lancer désespéré et inexpérimenté, mais il frappa l'homme à la cuisse. Il rugit et tomba. Le deuxième homme, plus grand et plus rapide, la plaqua. Ils se heurtèrent le sol durement. La tête de Clara heurta le marbre. Des étoiles explosèrent dans sa vision.
L'homme était sur elle, ses mains autour de sa gorge. « Meurs, salope! » siffla-t-il. Clara griffa ses yeux, haletant pour l'air. Des taches noires dansaient dans sa vision. « Je ne peux pas mourir, pensa-t-elle. Viviana, Matteo, Silas, Rocco, ils ont besoin de moi. » Soudain, une petite forme sombre vola dans les airs. Thwack! L'homme au-dessus d'elle gémit et s'affala. Clara le repoussa, haletante. Debout, il y avait Silas, le garçon de 10 ans. Il tenait d'un lourd microscope en laiton. « Je l'ai frappé au lobe temporal, » dit Silas, sa voix tremblante. « Je l'ai tué? »« Non, » siffla Clara, se relevant en titubant. « Mais tu nous as donné du temps. Cours, Silas, à l'étage. » Avant qu'il ne puisse bouger, la porte d'entrée explosa vers l'intérieur. Clara protégea Silas avec son corps, s'attendant au troisième tireur. Mais ce n'était pas un tireur, c'était Dante. Il ressemblait à un démon sortant de l'enfer. Il était trempé de pluie, son arme dégainée, son visage un masque de fureur pure et inaltérée. Il avait reçu une notification de la violation du périmètre. Il avait conduit sa voiture à travers les portes d'entrée. Il vit l'homme sur le sol. Il vit Clara meurtrie et saignante, protégeant son fils. « Retourne-toi, Silas, » ordonna Dante, calme mais terrifiant. Silas enfouit son visage dans le ventre de Clara. Dante tira sur l'homme au sol, un coup net, puis il regarda la porte arrière ouverte où le père de Clara, Robert, entrait timidement pour vérifier son équipe de tueurs. Robert vit Dante. Il vit les hommes morts. « Dante, s'il te plaît, j'ai été forcé. » Robert balbutia. Dante ne parla pas. Il marcha vers Robert, le saisit par la gorge et le souleva du sol contre le mur. « Tu l'as vendu une fois, » murmura Dante, sa voix faisant trembler les fenêtres. « Et maintenant tu as essayé de vendre mes enfants. Il n'y a pas d'enfer assez profond pour toi. »« Dante, attends !» cria Clara. Elle fit un pas en avant, mais la pièce s'inclina soudainement. L'adrénaline disparut, remplacée par une vague écrasante de vertige. Le sol se précipita pour la rencontrer. Clara. La dernière chose qu'elle sentit fut Dante la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Clara se réveilla dans une pièce blanche, le bip des machines, l'odeur d'antiseptique. Elle cligna des yeux. Dante était assis sur une chaise à côté du lit, la tête dans les mains. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. « Les enfants » croassa Clara. La tête de Dante se releva brusquement. Le soulagement inonda son visage, brisant le masque dur. « Sûr, Rocco les garde comme un chien de garde. Ils sont indemnes, grâce à toi. » Il prit sa main, la pressant contre ses lèvres. « Tu les as sauvés, Clara. Tu t'es battue pour eux. »« Mon père, » demanda-t-elle craintivement. « Il ne blessera plus personne, » dit Dante sombrement. « Il a été traité de façon permanente. » Clara hocha la tête. Elle ressentit une étrange tristesse, mais surtout du soulagement. « Pourquoi me suis-je évanouie ?» demanda Clara. « Ai-je eu une commotion cérébrale ?» Dante resta immobile. Il la regarda, son expression illisible. Il lui serra la main fermement comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Le docteur a fait des analyses de sang pendant que vous étiez inconsciente, » dit Dante lentement, « pour vérifier une hémorragie interne. Et Clara, » dit Dante, sa voix tremblante d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue du don auparavant. « Vous n'êtes pas malade. Et les médecins que vous avez vus il y a des années étaient des loups ou des idiots. » Le cœur de Clara s'arrêta. « Qu'est-ce que tu dis ?» Dante tendit la main et plaça sa grande main chaude doucement sur son ventre. « Tu es enceinte, » murmura-t-il. « 10 semaines. » Le monde cessa de tourner. Le silence dans la pièce était assourdissant. « C'est impossible, » murmura Clara, les larmes emplissant ses yeux. « Ils ont dit que j'étais stérile. Ils m'ont vendu parce que j'étais stérile. » « Ils avaient tort, » dit Dante, une lumière protectrice féroce s'allumant dans ses yeux. « Tu portes mon enfant, un miracle. »
Clara fixa le plafond tandis que les larmes coulaient. Elle n'était pas une marchandise endommagée, elle n'était pas une mule brisée, mais alors la froide réalité la frappa. Dante, haleta-t-elle, agrippant son bras. Le contrat, vous avez dit que vous ne vouliez pas de 5e enfant. Vous avez dit que vous ne vouliez pas d'une femme qui essayerait de vous piéger avec un de réchange. Dante la regarda, et l'amour dans ses yeux était si puissant qu'il la coupa presque le souffle. Brûlez le contrat. Dante grogna. Je ne veux pas d'un contrat, Clara. Je veux une famille. Et si quelqu'un, Moretti, le dieu du monde lui-même, essaie de vous toucher ou ce bébé, je brûlerai toute la ville en cendres. Il lui embrassa le front. Reposez-vous maintenant, Madame Valland. La guerre ne fait que commencer. Clara ferma les yeux, sa main reposant sur celle de Dante sur son ventre. Un miracle et une cible. Elle avait trouvé sa place. Elle avait trouvé sa famille. Maintenant, elle devait juste survivre assez longtemps pour les garder. La nouvelle de la grossesse de Clara n'apporta pas la paix au manoir Blackwood. Elle apporta un niveau de sécurité suffocant et terrifiant. Le domaine n'était plus une maison. C'était une forteresse. Les fenêtres furent renforcées avec du polycarbonate par balle. Des gardes armés patrouillaient le périmètre avec des unités canines toutes les 15 minutes. Dante traitait Clara comme si elle était faite de sucre filé. Il lui interdisait de soulever quoi que ce soit de plus lourd qu'une tasse de thé. Il la déplaça dans la chambre principale, non pas pour la romance, mais pour la surveillance. Il voulait entendre sa respiration la nuit pour s'assurer qu'elle et l'enfant à naître étaient toujours en vie. « Tu m'étouffes, Dante », argumenta Clara un soir, 3 semaines après l'incident de l'hôpital. Elle arpentait la chambre, sa main posée sur son ventre encore plat. Dante nettoyait son arme au bureau. Le clic-clac métallique de la glissière. Le seul son dans la pièce. « Je te garde en vie. Moretti sait que j'ai une faiblesse maintenant. Il sait pour le bébé. Mes espions me disent qu'il l'appelle l'héritier Valente. Il veut mettre fin à ma lignée avant qu'elle ne se prolonge. »« Je ne suis pas une faiblesse, » répliqua Clara, « et ce bébé non plus. Nous sommes votre famille. Arrêtez de nous traiter comme des cibles et commencez à nous traiter comme des personnes. » Dante se leva, son visage un masque de fureur épuisé. « J'ai perdu une femme, Clara. J'ai tenu sa main pendant que la vie s'échappait d'elle parce que je n'étais pas assez rapide. Je n'étais pas assez impitoyable. Je brûlerais le monde avant de laisser cela vous arriver. » Il sortit en trombe, laissant Clara seule dans le silence. La tension s'est transmise aux enfants. Rocco séchait de l'école, refusant de quitter le domaine. Il passait ses journées au gymnase, frappant le sac de frappe jusqu'à ce que ses phalanges saignent. Salas avait arrêté ses expériences scientifiques et avait commencé à s'obséder par les flux des caméras de sécurité. Mais ce fut Viviana qui brisa l'impasse. Clara était assise dans la nurserie. Une pièce que Dante avait gardée fermée à clé pendant 4 ans, maintenant rouverte, pliait de petits bodys jaunes. Elle sentait une présence dans l'embrasure de la porte. Viviana se tenait là. Elle serrait sa poupée, sans tête. Elle entra dans la pièce, ses yeux fixés sur les vêtements de bébé. Clara se figea. Elle ne poussa pas. Elle attendit. Viviana tendit la main et toucha le doux coton du body. Puis elle leva les yeux vers Clara. Sa bouche s'ouvrit et une voix rauque donnée de désuétude murmura dans l'air. « Est-ce qu'il va me remplacer? » Le cœur de Clara se brisa. Elle laissa tomber le linge et glissa à genoux pour être à la hauteur des yeux de la fillette de 6 ans. « Oh, chérie !» murmura Clara, les larmes aux yeux. « Non, jamais. Maman est morte, » croissa Viviana. « Et puis le bébé arrive, et puis papa oublie. » Clara serra la petite fille dans ses bras. Viviana se raidit une seconde, puis fondit en larmes, sanglotant sur l'épaule de Clara. C'était la première fois qu'elle pleurait à voix haute depuis des années. « Ton papa ne pourrait jamais t'oublier, » promit farouchement Clara. « Et moi non plus. Ce bébé,
Ce bébé est juste une autre personne pour t'aimer. Tu vas être la grande sœur. Tu dois tout leur apprendre. Tu dois leur apprendre à se cacher de Rocco. Viviana laissa échapper un gloussement humide et hoquetant. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Dante se tenait là. Il avait entendu la voix. Il regarda sa fille silencieuse maintenant en pleurs et parlant dans les bras de Clara Rara. L'aube dure de la mafia s'effondra. Il s'approcha et passa ses bras massifs autour d'elles deux, enfouissant son visage dans les cheveux de Viviana. « Je t'aime, Tesoro », étouffa Dante. « Je t'aime tellement. » Pendant un instant, ils furent parfaits, une famille soudée par le chagrin et l'espoir. Mais le téléphone sonna. C'était la ligne dédiée, le téléphone rouge. Dante se détourna, son visage se durcissant instantanément. Il répondit. Il écouta pendant 10 secondes, ses yeux devenant froids et morts. « Je vois, » dit Dante. « Ce soir, les Docs, seuls. » Il raccrocha. Dante, demanda Clara, la peur lui serrant la gorge. « Qu'est-ce que c'est, Moretti? » Dante dit, « Il a mon frère. » Clara cligna des yeux. « Tu n'as pas de frère. Tu as dit que tu étais enfant unique. » « Carlo, » dit Dante, « c'est mon conciliaire, mon frère de sang dans le serment. Moretti l'a pris il y a 1 heure. Il dit que si je ne viens pas au chantier naval abandonné du secteur 4 seul ce soir, il me renvoie Carlo en morceaux. »« C'est un piège, » cria Clara, attrapant son bras. « Dante, tu sais que c'est un piège. Il veut te tuer. »« Je sais, » dit Dante calmement. Il vérifia son étui. « Mais si je n'y vais pas, je perds le respect de mes hommes. Un don qui laisse mourir son conseiller n'est pas un don du tout. Les familles se retourneront contre moi. Nous serons traqués jusqu'à ce que nous soyons morts. » Il se tourna vers elle. Il encadra son visage de ses mains. Il regarda ses lèvres, ses yeux, la mémorisant. « Si je ne reviens pas à l'aube, » dit Dante, sa voix calme. « Rocco connaît le plan. Il y a un avion qui attend à l'aérodrome privé. Vous prenez les enfants. Vous allez en Sicile. Mes cousins vous protégeront. » « Non, » sanglota Clara, « je ne m'enfuis pas. Je ne te quitte pas. »« Tu portes mon cœur dans ton corps, » murmura Dante. Il l'embrassa fort, un baiser qui avait le goût des adieux. « Gardez-le en sécurité. » Il se retourna et sortit. Clara courut à la fenêtre. Elle le regarda, sa voiture noire dévalant l'allée, disparaissant dans la nuit pluvieuse. 3 heures passèrent. Le silence dans la maison était lourd, suffocant, puis la nouvelle tomba. Clara était assise dans le salon avec Rocco quand l'alerte de dernière minute s'afficha sur l'écran de télévision. Urgent, explosion massive au chantier naval de Gotham. Les autorités soupçonnent la violence des gangs. L'écran montrait des images d'un entrepôt englouti par les flammes. Une épave tordue et brûlante d'une voiture noire était visible au centre de l'enfer. Rocco laissa tomber la télécommande. Son visage devint gris. « C'est, » murmura Rocco, « et c'est la voiture de papa. » Clara fixa l'écran. Son sang se glaça. Le monde s'inclina sur son axe. « Non, » murmura-t-elle. Elle. Le téléphone sonna. Ce n'était pas le téléphone rouge, c'était la ligne de la maison. Clara décrocha, sa main tremblait si fort qu'elle faillit laisser tomber le combiné. « Bonjour, Madame Valente !» Une voix soyeuse et cruelle ronronna. C'était Salvatore Moretti. « J'ai bien peur que vous soyez veuve maintenant. Malheureux pour l'incendie. Très chaud, très définitif. » Clara ne pouvait plus respirer. Un cri monta dans sa poitrine, mais ne sortit pas. « Mais ne vous inquiétez pas, » continua Moretti en riant doucement. « Je suis un homme généreux. Je viens chercher les clés du royaume, et j'entends dire que vous êtes enceinte. Je ferai en sorte de découper le morveux avant de brûler la maison. À dans 20 minutes. » La ligne se coupa. Clara resta là, la tonalité bourdonnante à son oreille comme un frelon. Dante était parti. Le mur était percé. Le monstre arrivait. Elle regarda Rocco. Le garçon pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Clara Evans, la fille stérile vendue pour 4 millions de dollars,
mourut à cet instant. Madame Valente était née. Elle claqua le téléphone. Elle ne pleura pas. Elle ne s'évanouit pas. Un calme froid et reptilien l'envahit. « Rocco, dit-elle. » Sa voix sonnant comme des pierres qui s'entrechoquent. Rocco leva les yeux, surpris par le ton. « Essuie ton visage, » ordonna-t-elle. « Prends la clé du coffre-fort des armes. »« Quoi ?» balbutia Rocco. « Papa a dit qu'on devait courir. L'avion. »« Il n'y a pas d'avion, » dit Clara. « Si nous courons, ils nous traqueront. Si nous courons, nous mourrons de fatigue. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda l'horizon en feu. Elle posa une main sur son ventre. « Moretti pense que la famille Valente est morte dans cet incendie, dit-elle. Il est sur le point de découvrir qu'il a raté la plus dangereuse. » Elle se retourna vers l'adolescent. « Ouvre le coffre-fort, Rocco. Nous n'évacuons pas. Nous rechargeons. » Les portes de fer du manoir Blackwood s'ouvrirent en claquant, arrachées de leur gonds. 2 SUV remplis des tueurs de Moretti rugirent sur l'allée, flanquant la limousine blindée de Moretti. Ils arrivèrent s'attendant à une maison en deuil. Une veuve enceinte terrifiée suppliant pour la miséricorde. Ce qu'ils trouvèrent fut une tombe. Le manoir était plongé dans l'obscurité totale. Moretti sortit, lissant son costume. Trop facile. Il ricana à ses hommes. Défoncer la porte, traînez-les dehors. Alors qu'il s'approchait des massives portes de chêne, un clic mécanique résonna à travers la cour. Instantanément, des projecteurs aveuglants baignèrent la pelouse d'une phosphorescence blanche. Moretti leva les mains, aveuglé. Tout en haut, sur le balcon, se tenait Clara. Elle portait les restes déchirés de sa robe de soie émeraude, mais dans ses mains n'était pas un mouchoir pour ses larmes, mais un fusil d'assaut AR-15. À ses côtés se tenaient les loyaux gardes Valente. « Salvatore !» La voix de Clara résonna, amplifiée par l'air froid de la nuit. « Clara !» Moretti plissa les yeux, riant nerveusement. « Jouant aux soldats, posez le jouet. Votre propriétaire est mort. »« Vous avez fait une erreur, » cria Clara, sa voix froide. « Vous pensiez que j'étais juste un achat, un utérus. Vous avez oublié ce que mes parents vous ont dit, que j'étais stérile et endommagé. Savez-vous ce qu'une femme stérile a à perdre? Salvatore! » Moretti fit une pause. « Rien exactement. Ouvrez le feu. » La nuit éclata. Rocco, positionné à une fenêtre avec un fusil de chasse, tira le premier coup, abattant le chauffeur de tête. Clara ne broncha pas en tirant des rafales de suppression, clouant Moretti derrière sa limousine. « Flanc gauche! Passez sous le jardin! » hurla Moretti. « Maintenant, Silas! » ordonna Clara dans son casque. À l'intérieur de la pièce sécurisée, Silas, 10 ans, frappa un bouton. Les arroseurs du jardin s'activèrent, non pas avec de l'eau, mais avec de l'huile moteur industrielle de haute qualité. Les tueurs à gages glissèrent, s'écrasant impuissants sur les dalles du patio où les gardes les abattirent avec facilité. Ce fut un massacre. La maison elle-même ripostait. « Retraite !» hurla Moretti. « Ici des tout petits, se précipitant vers sa limousine. « Sortez-nous d'ici !» La limousine démarra en trombe, les pneus crissant. Moretti pensa qu'il s'était échappé, mais au bas de l'allée, une paire de phares l'aveugla. Un énorme semi-remorque bloquait la sortie. Sortant de la cabine se trouvait une silhouette qui ressemblait à un revenant sortant de la tombe. Dante Valente. Il était brûlé, son costume en lambeaux, du sang séché sur son visage. Mais il était debout et il tenait un détonateur. « Impossible, » murmura Moretti. « J'ai vu la voiture exploser. » Dante leva sa radio. Clara fermait les yeux. Sur le balcon, Clara sanglota de soulagement, serrant ses yeux. Dante pressa le bouton. Les statues décoratives bordant l'allée, truquées avec du C4 il y a des mois, détonnèrent dans une vague synchronisée. L'explosion retourna la lourde limousine de Moretti sur son toit comme un jouet.
Le silence tomba. Dante marcha vers l'épave, tirant un Moretti gémissant à travers la fenêtre brisée. « Comment ?» Moretti siffla, du sang bouillonnant sur ses lèvres. « Démarrage à distance, dit simplement Dante, sa voix, un grondement grave de mort. Je n'étais pas dans la voiture. J'attendais. Je savais qu'un lâche comme vous ne viendrait pas au dock. Je savais que vous viendriez chercher ma femme. » Il pressa son pistolet sur le front de Moretti. « Vous avez menacé mes enfants. Vous avez menacé mon enfant à naître. »« Pitié, supplia Moretti. Vous n'avez rien que je veuille. » Bang! La guerre était finie. 6 mois plus tard. Le soleil était chaud sur les raclements de gorge jardins du manoir Blackwood. Les impacts de balles étaient réparés, les portails réparés, et le silence du passé avait été remplacé par les sons chaotiques de la joie. Clara était assise dans une chaise à bascule, sa main reposant sur son ventre énorme, enceinte de 8 mois d'un garçon qu'il nommerait Leo. Elle regardait la scène devant elle avec un sourire. Rocco enseignait à Silas comment lancer un ballon de football sans broncher. Viviana courait dans l'herbe, poursuivant un chiot Golden Retriever, sa voix forte et pleine de rire. La porte du patio s'ouvrit et Dante sortit portant un plateau de limonade. L'obscurité qu'il avait autrefois définie avait disparu, remplacée par une paix tranquille et protectrice. Il s'agenouilla à côté de Clara, lui tendant un verre. « Il donne des coups de pied aujourd'hui, » nota Dante, plaçant une grande main sur son ventre. « Il a ton entêtement, » taquina Clara. Dante regarda les enfants, puis sa femme. « Je pensais que ma vie n'était que transactions, dettes et sang. Je t'ai acheté pour un prix, Clara. Mais toi, tu étais la seule chose dans ma vie qui n'était pas à vendre. » Clara se pencha en avant, l'embrassant doucement. « Tu ne m'as pas acheté, Dante. Tu m'as sauvé, et puis je t'ai sauvé en retour. » « Le livre est équilibré, » murmura Dante, posant son front contre le sien. « Non. » Clara sourit alors que le tout petit Matteo trottinait pour serrer la jambe de Dante. « Je pense que nous ne faisons que commencer. » La fille stérile et le monstre solitaire avaient bâti une forteresse non pas de pierre, mais d'amour. Et sous le chaud soleil du jardin, ils vécurent enfin la seule vie qui vaille la peine de se battre. Et c'est l'histoire de Clara et Dante. C'est un puissant rappel que parfois les étiquettes que le monde nous colle, endommagées ou stériles et indésirables, ne sont rien d'autre que des mensonges attendant d'être démentis par l'amour. Clara fut vendue comme un objet. Mais elle prouva que sa vraie valeur résidait dans son courage, son cœur et sa protection féroce de ceux qu'elle aimait. Elle ne devint pas seulement une mère pour un enfant biologique. Elle devint la mère dont 4 enfants solitaires avaient désespérément besoin dans un monde de crime et d'obscurité. Ils trouvèrent leur lumière l'un dans l'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, ou si vous avez acclamé Clara quand elle se tenait sur ce balcon, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Quelle a été votre scène préférée? Était-ce la révélation du sexe par SMS ou Clara sauvant les enfants dans la cuisine? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire d'amour dramatique. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.